Bonjour chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre, nous sommes le 27 mars 2024. Je vous retrouve pour une nouvelle édition. L'actualité commande, encore une fois, malheureusement. Elle est très grave, elle devient de plus en plus inquiétante, pour tout dire. Je voudrais tenter aujourd'hui de faire le point sur ce que l'on sait et ce que l'on peut penser à ce stade du massacre du Crocus City Hall dans la banlieue de Moscou, intervenu vendredi dernier, au soir. Il y a une profusion, évidemment, depuis d'informations, de désinformations, plus ou moins évidentes, de déclarations, de contre-déclarations, de propagande. Bon, bref, ce qui est certain, c'est qu'il faut être extrêmement prudent, que je n'ai moi-même pas de source directe, d'aucune partie d'ailleurs, donc je ne peux rien affirmer, je vais juste essayer de réfléchir avec vous et de vous proposer un schéma de raisonnement, à la fois par élimination, par faisceau d'éléments, d'indices. Je vais essayer de faire des liens en fait, parce que c'est quand même ça la question, et de tenter quelques hypothèses. Et essentiellement autour de trois questions. Qui, c'est-à-dire qui, les exécutants bien sûr, mais les commanditaires, comment et pourquoi. Alors, bon, le dernier bilan qui date d'hier et même qui vient d'être révisé là aujourd'hui est terrible, c'est 140 morts, 360 blessés, dont 11 enfants, 92 personnes encore à l'hôpital. Voilà, donc c'est un attentat de grande ampleur, une attaque de grande ampleur. Alors, qui et comment? Les exécutants et les commanditaires. Qui, bon, sur le modus operandi, il y a énormément de choses qui sont sorties, qui ont été dites, qu'on peut trouver. Je ne vais pas revenir sur tout parce que ça n'arrête pas depuis une semaine. Ce sont manifestement des exécutants tadjiks et kirghizes. Il faut savoir que le bataillon Azov de sinistres, enfin qui a des faits de guerre, si j'ose dire, absolument sinistres, enfin c'est vraiment l'ultra-droite ukrainienne, pour ne pas dire pire, recrute chez ISIS Caucase depuis déjà 2016. Donc si vous voulez, la présence et la capacité, la facilité avec laquelle on peut recruter des islamistes en Ukraine est assez grande. Il faut savoir aussi que le service de renseignement militaire ukrainien a été très largement formé, constitué, presque à partir de zéro, mais en tout cas a été très largement formé par les services britanniques, avec le soutien de la CIA. Et en tout cas, il y a une porosité et il y a même des collusions très très fortes entre les réseaux du terrorisme islamiste international, notamment en Syrie, et les services ukrainiens. Il y a même, enfin, il y a un certain nombre de liens qui sont des liens terrifiants. Bien sûr, il y a aussi Kiev qui a envoyé des forces spéciales ukrainiennes au Soudan dès l'année dernière. Bon, on n'en entend pas parler, mais enfin c'est quand même un fait pour contrer la milice Wagner. Il y a des liens entre les islamistes et les nationalistes intégraux de Kiev, si vous voulez, d'une manière générale. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui vient de se faire. C'est une vieille coopération qui date en fait de la guerre froide et à laquelle on prêtait la main très largement les services anglo-saxons. Des liens importants avec les organisations fréristes, de frères musulmans, et leurs milices, toujours sous la supervision occidentale. La fonction fondamentale de tous ces gens, qu'on a envoyés aussi en Tchétchénie à un moment donné, c'est évidemment de lutter contre la Russie. Donc ça fait 75 ans que ça dure quand même. Voilà.
il y a aussi la Légion, d'ailleurs, la Légion des volontaires russes en Ukraine, qui agit beaucoup à la frontière, qui fait certaines attaques depuis déjà pas mal de temps, et qui en a fait d'ailleurs une il y a 2 jours ou hier à Samara, qui a été interceptée. Donc voilà ce qu'on peut dire, si vous voulez, sur le contexte général et sur le lien assez endogamique entre la terreur islamiste et les services ukrainiens, avec leurs parrains. Voilà. Alors, les auteurs, les exécutants, on va dire. Donc, c'était des tueurs, effectivement, entraînés, manifestement, recrutés, dit-on, en partie, en tout cas les quatre auteurs des fusillades, directement, parce qu'il y a 4 auteurs et il y a 7 complices, dont 3 d'une même famille. Donc ils ont été recrutés, dit-on, directement par l'ambassadeur ukrainien au Tadjikistan, qui s'appelle Yevdokimov, et qui se trouve être l'ancien chef du renseignement étranger ukrainien. Ils ont été recrutés sur site, tout simplement, un site, fiveforukraine.org, forucre.org. Alors, ils ont été payés, certes très peu, mais enfin tout est relatif. Vous savez, une fortune en Ukraine n'est pas une fortune forcément, ou au Tadjikistan n'est pas une fortune pour nous, a priori. Ils ont été payés, ils avaient été payés à moitié, justement, pour la commission de leurs actes. Ils n'étaient manifestement pas suicidaires, donc ce n'est pas des islamistes au sens de gens qui veulent s'immoler ou se faire exploser ou aller jusqu'au bout. Ils ont tenté de s'enfuir, ils avaient des moyens pour. 2 sur 4 des auteurs travaillaient déjà dans la région de Belgorod, en Ukraine, depuis 6 mois. Il faut savoir qu'il n'y a pas de visa entre le Tadjikistan ou le Kirghizistan d'ailleurs et la Russie, donc c'est facile d'entrer et de sortir. Il faut savoir aussi que un certain nombre de djihadistes, parmi eux certains qui sont concernés par cet attentat, s'entraînaient en Turquie, et d'ailleurs la Turquie vient avec la Russie de casser 2 des camps d'entraînement. Bon. Ils ont été nettoyés. Ils étaient donc entraînés, ils étaient manifestement sous drogue, probablement du Captagon. Moi, j'ai été frappée quand j'ai vu les premières images de la différence apparente entre les images qu'on avait de la salle de spectacle, où on voyait des hommes assez taillés à la serpe, assez impressionnants, ceux qui tiraient, et puis ceux qu'on a trouvés derrière et qu'on nous a montrés en train d'être attrapés finalement dans la région de Briansk. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce qu'ils étaient juste habillés et protégés d'une certaine façon et que ça leur donnait plus d'allure, enfin de corpulence? En tout cas, les Russes les ont suivis longtemps, pendant des heures, pour voir où ils allaient, évidemment. Ça, c'est une différence avec certains attentats, notamment chez nous, où il y en a très peu qui réchappent, donc ils ont voulu les prendre vivants, voir où ils entraient en Ukraine, s'ils entraient en Ukraine, voir qui les attendait, qui ils pouvaient croiser. Ce qui est étonnant quand même, parce qu'il y a quand même des choses un peu bizarres, c'est qu'ils ont utilisé la même voiture, ce qui n'est quand même pas très malin. Et puis ce qui est étonnant aussi, c'est la fausse revendication Daesh, ou en tout cas une revendication Daesh qui est sujette à caution, puisqu'elle a été faite manifestement d'après un modèle de revendication qui n'a plus du tout cours chez Daesh aujourd'hui, et que Daesh lui-même a dit qu'ils avaient appris qu'un attentat s'était fait en leur nom. Bon. Donc c'est assez, voilà, c'est pas très clair, c'est pas très net, et c'est pas très logique surtout. En tout cas, ce sont manifestement pas des gens qui ont agi par haine de la Russie,
mais plutôt dans le cadre d'une opération militaire qui avait quand même été montée à l'avance largement, avec des implications stratégiques qui étaient anticipées et qui sont en train de se manifester. Alors on a dit qu'ils avaient été torturés, tabassés, etc. Bon, c'est vrai qu'il y en a un qui a perdu une oreille, un autre une paupière, un autre, je crois, quelques doigts. Bon, voilà, enfin ils ont tué 140 personnes, quand même. Ils ont provoqué la mort de 140 personnes, puisqu'il y a ceux qu'ils ont tués de sang-froid, et puis il y a bien sûr l'incendie qui a provoqué des dégâts considérables, et notamment beaucoup d'asphyxie. Ce qui est clair, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'en Russie, il n'y a pas d'empathie particulière pour les criminels chez le peuple russe. Et d'ailleurs, on a filmé finalement les dégâts qui avaient été faits par les forces russes sur leur corps, enfin sur ces individus, pour montrer qu'on s'occupe du sujet et du problème. Si vous voulez, c'est un peu, là aussi, c'est un peu à rebours de nos habitudes et de nos réflexes à nous, en Europe notamment, où voilà, on ne fait pas cela, même si peut-être on s'occupe aussi sérieusement des gens qu'on peut attraper, mais en tout cas, on ne le montre pas comme quelque chose de positif. De la même manière, les gens qui ont expliqué que Poutine n'était pas allé sur le site de l'attentat, enfin tout ça, c'est pas du tout les mêmes codes. C'est pas du tout les mêmes codes de la prise de parole, c'est pas du tout les mêmes codes de l'action d'ailleurs entre la Russie et des puissances européennes. Alors après, on en vient aux hypothèses sur les commanditaires. Comme l'ont bien dit Poutine, Lavrov, Peskov, tous. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qui a commandité cet attentat, plus que simplement de récupérer les exécutants, même si évidemment on peut les faire parler. Alors, donc Daesh a tout de suite, enfin il y a eu une revendication officielle de Daesh, immédiate, et les Américains qui ont immédiatement dit, comment le savaient-ils, que ce n'était pas l'Ukraine? Première question. Daesh donc revendique immédiatement, et ça a coupé court du coup aux accusations d'opérations russes sous faux drapeau. Je pense que d'ailleurs on peut imaginer qu'il y a un autre faux drapeau qui est en cause. Néanmoins, on ne peut quand même pas exclure, et ce serait ma première hypothèse, que certaines parties du FSB russe, donc des services, l'ancien KGB si vous voulez russe, ne soient impliquées. Alors sur quel motif? On peut imaginer des motifs, soit un moyen pour les Russes, en faisant cela, puis en impliquant officiellement l'Ukraine, d'en finir avec Zelensky en le faisant incriminer dans une attaque terroriste d'ampleur sur le sol russe, sachant qu'il y a aux États-Unis un certain nombre de personnes qui quand même ne poussent pas à la roue dans ce domaine, et de passer peut-être à une négociation, si seulement, a-t-on envie de dire, ou bien est-ce que c'est le fait de lutte interne entre des partis, des services, des sections du FSB? On sait qu'il y a des jusqu'au-boutistes en Russie qui veulent pousser Vladimir Poutine à mettre la gomme en Ukraine et à en finir, et à montrer beaucoup plus, enfin à en finir avec cette lenteur, cette guerre d'attrition très longue, très lourde, et qui surtout donne du temps aux Occidentaux pour éventuellement de nouveau pouvoir fournir à l'Ukraine des moyens de faire durer le carnage, de faire durer le conflit, pas de renverser la vapeur, mais de faire durer l'abcès. Ou bien est-ce que c'est le fait d'infiltration de services étrangers, du FSB par des services étrangers? Bon, c'est une hypothèse, je dois vous avouer que je ne lui accorde pas beaucoup de probabilité, mais enfin, encore une fois, on en est réduit quand même à des conjectures, donc restons prudents. Deuxième hypothèse, est-ce que c'est l'Ukraine de sa propre initiative, c'est-à-dire contre ses parrains occidentaux? Il est vrai que l'effondrement du front est vraiment imminent, il y a des problèmes énormes, notamment de soldats, tout simplement, de troupes, il n'y a plus de monde
Et d'ailleurs, les responsables ukrainiens le disent tous les jours, il faut 500 000 hommes. Zaloujny a été limogé sur ce sujet. Moi, je pense que ce serait un... Alors, c'est vrai, il y a un vent de panique, c'est certain, mais est-ce que ça irait jusque-là? J'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire que le pouvoir de Zelensky, ou alors ce serait d'autres gens autour de lui, mais que le régime de Zelensky lui-même et le président lui-même aient pu prendre le risque de faire monter une opération de cette ampleur, avec des conséquences qu'on peut évidemment imaginer sur l'Ukraine elle-même, de sa propre initiative. Bon. Et puis après, il y a la troisième hypothèse. Il y en a évidemment plein d'autres, et peut-être d'ailleurs que la vérité est dans une autre hypothèse. Ça, seuls les véritables commanditaires le savent, et sans doute les Russes le savent-ils aussi, peut-être à l'heure qu'il est. La troisième hypothèse, qui est celle à laquelle j'accorde, moi, le plus de probabilité, c'est une action, comment dirais-je, favorisée et comment dire, mise en place, enfin aidée par les services étrangers. J'espère pas les nôtres, mais très probablement les Britanniques et au moins une partie de la CIA, via les Ukrainiens, donc via le GUR, via le renseignement militaire ukrainien, et via des exécutants qu'on prend là en Asie centrale. Enfin dans le Caucase, pardon. Donc il y aurait vraiment cette façade, et puis il y aurait deux proxys, si vous voulez, et puis derrière ceux qui tirent les ficelles. Mais alors, donc ce serait une sorte de false flag encore, une attaque sous faux drapeau, imputée à Daesh, mais c'est en train de faire long feu quand même, c'est trop tiré par les cheveux, il y a trop d'incohérences, mais qui en fait viserait à autre chose. Et donc, à quoi? Et on en arrive à la deuxième question, enfin la troisième question, c'est les objectifs. Quels sont les objectifs occidentaux si on se fie à cette hypothèse, si on part de cette hypothèse? D'abord, il y a un objectif interne. Vladimir Poutine vient d'être réélu triomphalement, qu'on le veuille ou non, et c'est une manière de l'affaiblir et de montrer qu'en fait, il ne contrôle pas ce qui se passe dans le pays. De semer la discorde, de semer la critique, surtout au sein de la population, de créer la panique. Bon, c'est mal connaître le peuple russe, mais enfin... Mais en tout cas, de nourrir la perception d'un pouvoir qui finalement est beaucoup plus faible qu'on ne croit et qui ne contrôle pas sa menace intérieure, d'une façon ou d'une autre. Il faut se souvenir des déclarations de Victoria Nuland sur les surprises qu'elle préparait pour Vladimir Poutine au moment de sa démission. Elle a démissionné, si ma mémoire est bonne, et elle est allée à Kiev derrière. Et puis il faut se souvenir aussi des déclarations de l'ancien chef d'état-major des armées américaines, Milley, l'hiver dernier, en décembre je crois, qui avait fait une déclaration en disant qu'il ne fallait pas qu'un seul Russe puisse dormir tranquille sans avoir peur d'être égorgé, et qu'il fallait porter la guerre sur le front intérieur en Russie. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle les petits signaux faibles, mais enfin, il faut s'en souvenir. Deuxième objectif, après cet objectif donc de semer la panique et la discorde en Russie elle-même, c'est de pouvoir justifier l'entrée de troupes de pays de l'OTAN, pas de l'OTAN en tant que telle, mais de troupes de pays de l'OTAN en Ukraine, sachant qu'elles se préparent tout de même, ces troupes et ces forces. On est arrivé à un degré de fureur et de folie des élites occidentales et européennes, et donc il faut un prétexte pour activer l'engrenage. C'est souvent le cas quand on veut déclencher une guerre, ça a été le cas 1999 dans les Balkans avec le massacre de Ratchak, ça a été le cas en 2003 avec la petite fiole dont beaucoup d'entre vous se souviennent sans doute du général Colin Powell pour justifier l'entrée en Irak. Bref, il faut un prétexte pour activer un engrenage, pour créer une peur, pour créer une justification, une légitimité à l'intervention. Et donc, comment faire ? L'idée, c'est de pousser Vladimir Poutine à la faute
une nouvelle fois. Parce que la grande question, c'est quand même, qui est celle sans doute qu'il se pose, c'est jusqu'à quand peut-il, sans conséquences politiques internes négatives pour lui et pour le pouvoir russe, supporter des attaques, des frappes occidentales depuis l'Ukraine sur le territoire russe. Il y en a, elles se font, et sur les populations civiles en l'espèce. C'est les forces ukrainiennes qui les mènent, mais qui les mènent avec l'aide du renseignement OTAN, qui les mènent... voilà, c'est clairement... ils ne font pas ça tout seuls, les Ukrainiens. Donc, il y a évidemment en Russie des gens qui disent « ça suffit, quoi, on ne peut pas continuer à garder les pieds sur le frein, entre guillemets, et à ne pas profiter de notre position de force militaire pour avancer. Mais s'ils avancent, à ce moment-là, les clauses des accords de coopération militaire qui ont été passés notamment par la France récemment, depuis un bon mois, par une petite dizaine de pays déjà, prévoient qu'en cas de nouvelle agression, donc ça pourrait être le cas d'une avancée russe en Ukraine, en cas de nouvelle agression, il faut immédiatement, sous 24 heures, venir en aide militairement aux forces ukrainiennes. J'en ai parlé la semaine dernière des clauses de cet accord qui sont extrêmement engageantes, contraignantes pour les signataires et en l'espèce pour la France. Donc, est-ce que l'idée n'est pas, en provoquant un désastre tel que cet attentat en Russie, de faire en sorte de pousser Vladimir Poutine à réagir d'une manière extrêmement lourde, très lourde, avec éventuellement un dérapage, on peut imaginer sur des populations civiles ukrainiennes, etc. Est-ce que la Russie essaie, en tout cas d'après ce qu'on voit, à moins de faire de la propagande pure, mais essaie de ne pas taper les populations civiles ukrainiennes directement, comme le font les Ukrainiens en revanche, est-ce que ça ne peut pas être la solution pour déclencher l'engrenage? Parce qu'il va se trouver, j'allais dire un peu comme au moment du 24 février, il n'a que des mauvaises options, il tient son glaive suspendu pour l'instant, s'il l'abat, c'est le conflit, c'est la guerre en Europe, et s'il le suspend, on va finir par... ça nourrit le narratif occidental, l'autre narratif occidental, on n'a pas peur de la contradiction, qui dit que mais il bluffe, il ne fera rien, il est faible, on peut continuer à avancer, en fait, il faut effectivement trouver de l'argent, trouver des armes, trouver des hommes, mais on peut continuer à le pousser dans ses retranchements. Bon, du point de vue évidemment de la sécurité en Europe, tout ça est une pure folie, irresponsable de mon point de vue, mais ce qui est clair, c'est que l'OTAN est quand même sur le pied de guerre. Enfin, les forces de l'OTAN sont sur le pied de guerre, il y a désormais des forces polonaises et françaises en Roumanie, alors sous des prétextes variés, d'organisation, de consolidation de la défense, etc. Bon. Mais néanmoins, elles sont là. Il y a aussi, bien sûr, la poursuite de l'aide de l'OTAN aux forces ukrainiennes en mer Noire, pour les attaques en mer Noire. Alors, donc, si vous voulez, il y a une ambiance qui est vraiment une ambiance de guerre imminente, là, quand même. Hein. Il faut en avoir conscience. Certes, nous, on fait diversion sur d'autres sujets qui sont aussi importants, bien sûr, mais qui deviendront un peu moins importants si demain nos forces devaient être engagées sur le territoire ukrainien. Je pense qu'il faut comprendre, il faut revenir pour voir dans quelle mesure cette hypothèse peut finir par se réaliser. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a vraiment, c'est bifide, il y a deux courants. Il y a la frange néoconservatrice du deep state américain, d'une partie des services, de la CIA, et derrière de tout le complexe militaro-industriel américain. Donc, si vous voulez, une frange très globaliste, très globaliste, il faut le dire, qui voit l'intérêt de l'Amérique dans, finalement, un jusqu'au-boutisme, parce qu'elle ne peut se résoudre à la fin de l'unipolarité, et donc elle veut le choc.
Et cette frange-là, elle est en panique. Elle est en panique parce que Donald Trump menace de revenir au pouvoir, parce que le front ukrainien s'effondre et que donc l'évidence de l'échec de cette offensive, de cette volonté de casser la Russie devient patent. C'est pour ça qu'on a signé ces accords bilatéraux d'ailleurs avec 7 pays, pour éviter d'avoir à prendre une décision autant directe, où il y aurait pu y avoir un blocage turc par exemple. Donc si vous voulez, il y a cette partie-là de l'appareil décisionnel américain qui veut aller au choc, qui veut aller à la guerre, et qui, évidemment, plutôt que d'y aller directement, préfère y envoyer les petits Européens, n'est-ce pas, qui sont plus royalistes encore que leurs grands frères globalistes anglo-saxons, américains, anglais aussi, bien sûr. Et évidemment, nous, Français, nous avons pris le mors aux dents, si j'ose dire, et nous nous mettons nous-mêmes en première ligne de cette vision folle d'un affrontement nécessaire, souhaitable, soi-disant protecteur des intérêts de l'Europe. C'est quand même, on est dans un renversement complètement fou. On est, comme je le dis chaque fois, dans cette réalité alternative. Je ne vois pas très bien comment une guerre directe contre la Russie en Ukraine pourrait sauver ou préserver la sécurité, 1, de la France, 2, de l'Ukraine, 3, de l'Europe. Si vous voulez, c'est totalement fou, mais bon, on le répète, et on se dit qu'on va finir par en convaincre les populations, qui sont pourtant beaucoup plus sages. Donc voilà, il y a cette partie-là qui est à la manœuvre clairement d'une aggravation des tensions, d'un engrenage et peut-être d'un événement déclencheur, et peut-être que cet attentat est envisagé par tous ces gens-là comme une possibilité. Il va falloir voir les réactions russes, je vais vous en parler un peu plus loin, mais il est évident que ce groupe-là, il agit en fait contre les intérêts américains. Parce que les intérêts américains, c'est certes de couper l'Europe de la Russie, mais ça c'est fait, si j'ose dire, en tout cas pour l'instant et pour quelques années au moins. Mais ça n'est pas forcément d'avoir une guerre en Europe directe, chaude, lourde, avec toutes les conséquences internationales que ça pourra avoir. Encore une fois, nous sommes extrêmement nombrilistes, nous faisons semblant de ne pas comprendre ce qui se passe dans le reste du monde, au Moyen-Orient, mais aussi en Asie. Et le soutien incontestable dont bénéficie Moscou, et ça s'est vu au moment de l'attentat, dans la majeure partie du monde, à vrai dire, qui comprend un peu plus le contexte de l'affrontement actuel en Ukraine. Donc, si vous voulez, on voit d'ailleurs que la Maison-Blanche elle-même et le département d'État et le porte-parole de la Maison-Blanche de temps en temps, enfin de plus en plus souvent, fait des déclarations assez circonspectes, ne veut pas être impliqué directement, ne veut pas devenir un soutien officiel du terrorisme ukrainien contre la Russie. Ils ont récemment demandé aux Ukrainiens d'arrêter leurs attaques sur les raffineries pétrolières russes, parce que y a des conséquences économiques directes sur la hausse du pétrole, les conséquences que ça peut avoir sur l'économie américaine. Les Ukrainiens les ont envoyés au plot, si j'ose dire, en disant « mais écoutez, on attaque ce qu'on veut, comme on peut, du style de toute façon on attend vos milliards, on attend vos armes ». Enfin, il y a des déclarations quand même assez impertinentes, si j'ose dire, de la part du proxy ukrainien. Donc, je pense que cette frange-là, qui est d'abord, qui est en pleine élection et qui a donc des intérêts différents et qui doit gérer différemment la situation, cherche essentiellement à faire durer sans doute le conflit, mais cherche peut-être un gel des positions, en tout cas à moyen terme, en tout cas jusqu'au scrutin. Et puis l'idée peut être bien sûr aussi de favoriser
l'Ukraine comme base arrière terroriste en Europe, parce que c'est ce que ça va finir par devenir, si vous voulez. Et ça, je pense qu'on ne comprend pas tout à fait ce qui nous attend, nous, en Europe, si on continue à jouer ce jeu d'apprenti sorcier infantile extrêmement grave. Voilà, donc faire agir les Européens plus ou moins directement, les aidant plus ou moins. C'est l'Europe qui est dans un piège terrible aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous devons aussi, enfin, nous sommes sous menace terroriste désormais assez directe. Nous avons relevé au niveau alerte attentat les plans de sécurité français. Voilà, c'est le début de quelque chose. Il est évident en plus que si on envoie, si on se dépeuple, si on se fragilise en envoyant des troupes en Ukraine à un moment ou à un autre pour aller affronter la Russie, c'est un signal de vulnérabilité intérieure vis-à-vis d'autres menaces qui existent sur notre sol, qui me semblent aussi extrêmement dangereux. Je ne parle même pas de la proximité des Jeux Olympiques, enfin bon, voilà, tous les enjeux de sécurité qui peuvent être ceux de nos autorités aujourd'hui, qui, à mon avis, devraient avoir mieux à faire que d'aller se battre pour des Ukrainiens dont on sait que de toute manière, sans même parler des fondements du combat et de la tonalité politique du pouvoir ukrainien actuel, dont on sait très bien que de toute manière, militairement, c'est plié. Donc ça va être, c'est un combat pour rien, c'est des pertes potentielles de nos soldats français, totalement inutiles, qui sont envisagés désormais. Et encore une fois, je ne vois pas en quoi ça préserve notre sécurité, nos intérêts, ni nos valeurs. C'est quand même assez grave. Voilà. Alors, les réactions russes. Bon, ben on voit une claire montée en température. Hier, le chef du FSB lui-même a confirmé que le sujet, c'était quand même l'Ukraine, hein, et que tout ramenait à la piste ukrainienne. La porte-parole, Maria Zakharova, qui est toujours très en pointe sur les déclarations, mais enfin, elle ne fait pas ça de sa propre initiative, donc ça signifie beaucoup quand elle parle. Porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, demande une enquête sur toutes les déclarations américaines du point de vue du soutien au terrorisme. C'est-à-dire, les Russes sont en train de faire un lien direct en disant que jusqu'alors, précisément, les Américains n'avaient jamais masqué les attaques de Kiev sur la Fédération de Russie et les avaient condamnées. Et là, manifestement, en niant ce qu'ont fait tout de suite les autorités américaines, en niant toute piste ukrainienne, eh bien, ce serait un clair soutien au terrorisme. Donc, il y a une volonté quand même russe très dure de mettre en accusation directement les services étrangers, leurs dirigeants, que ce soit le MI6, que ce soit la CIA. En gros, ils sont en train de mettre en évidence quelque chose d'assez clair, c'est qu'en fait, c'est quand même assez compliqué de soutenir le régime de Kiev et de dire qu'on n'est pas un sponsor du terrorisme. Voilà, ils sont en train de faire ce lien. La CIA, donc, selon eux, est complice et n'a rien dit aux autorités russes. Alors, les ambassades américaines, mais aussi allemandes, françaises, avaient prévenu sur leur site d'une possibilité d'attaque terroriste le 7 mars, parce qu'il devait y avoir un concert d'un très grand chanteur russe, ultranationaliste d'ailleurs, chaman, et l'attaque n'a pas eu lieu. Alors est-ce que ça a été jugé, est-ce que c'était une manière de faire baisser la garde à la Russie derrière, ou est-ce que ça a été jugé trop bien protégé pour permettre d'organiser un attentat? Bref, il y a eu effectivement une alerte donnée sur le site américain disant aux citoyens américains de ne pas aller dans les centres commerciaux, de ne pas aller dans les salles de concert, etc., etc. Mais personne n'a pris son téléphone pour appeler le Kremlin et dire « Attention, il va se passer quelque chose ». Donc, voilà,
les Russes appuient là-dessus. Alors vous me direz, ben, on est en guerre, mais il paraît qu'on ne l'est pas. Les Américains, moins encore que nous, contre la Russie. Donc, vous me direz, ben voilà, les Russes sont de toute façon le diable, donc on peut avoir la volonté de laisser advenir l'attaque sans ne rien dire, mais c'est quand même au-delà de l'hostilité, si c'est le cas. Voilà, après représailles militaires, ben oui, il y a eu une petite montée en gamme aussi au plan militaire depuis lundi, avec des frappes russes hypersoniques de longue portée depuis la mer, depuis la terre, et aussi bien sûr des drones, qui ont détruit, je crois, 2 systèmes patriotes, qui ont détruit des centres de décision et des installations des services secrets ukrainiens, des entreprises du système militaro-industriel ukrainien, des lieux de déploiement de mercenaires étrangers, des centres de formation, enfin bref, voilà. On dit même qu'un général polonais qui commandait l'opération Altea, qui est une opération de sécurité de l'Union européenne, a été tué en Ukraine, enfin, aurait été tué en Ukraine après une frappe russe sur un PC des forces ukrainiennes. Donc si vous voulez, les Russes montrent maintenant qu'ils savent et qu'ils ne sont pas dupes, qu'ils savent très bien que nous sommes sur le sol ukrainien, que ce soit les Européens ou que ce soit l'OTAN d'une certaine façon. Parce que là, ce général, c'est tout près de Donetsk, hein, donc il aurait été tué. Il se dit aussi que des missiles Zircon équipent désormais les défenses côtières russes en Crimée. L'Ukraine, de son côté, continue aussi, multiplie ses attaques. Il y a eu un nouveau projet d'attentat qui a été déjoué à Samara, dans la région de Samara, qu'on impute au corps des volontaires russes que j'ai évoqué tout à l'heure, corps des volontaires russes en Ukraine. En fait, ce sont des citoyens naturalisés de la Fédération de Russie, mais qui sont des anti-russes, qui s'opposent à tous les loyalistes au régime de Poutine, si vous voulez, et qui commettent des attentats réguliers à la frontière. Ce qui est certain aussi, c'est qu'en même temps, à Kiev, la panique monte. Le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense ukrainien, Danilov, a été démis de ses fonctions. Enfin, il a démissionné, enfin, il est parti, en tout cas. Alors, est-ce qu'on se sert de lui comme fusible pour que le régime de Zelensky puisse dire « Mais écoutez, si jamais c'était l'Ukraine qui est impliquée dans cet attentat contre la Russie, je n'ai pas donné cet ordre, je ne veux pas, et donc je sacrifie mon secrétaire. » Bon, moi, c'est l'idée qui me viendrait. Mais c'est peut-être pas ça du tout. Il a été remplacé par le chef du renseignement étranger des services ukrainiens, Litvinenko. Pendant ce temps, le chef de tous les services ukrainiens, Maliuk, secret, s'est vanté d'avoir fait assassiner un certain nombre de personnalités russes et ukrainiennes, des députés, Tatarsky, enfin bref, voilà, en disant que oui, il ne va pas le dire directement, mais enfin il donne quelques détails, enfin bref. Il se vante de ce genre d'assassinat, donc la provocation continue. La Moldavie, parce que donc le problème des Ukrainiens est un problème d'hommes tout autant que de munitions et de défense antiaérienne qui sont de plus en plus mises à mal par les attaques russes. Et donc la question c'est la mobilisation, et la Moldavie vient de dire qu'elle aiderait l'Ukraine à récupérer les citoyens ukrainiens qui essaient de s'enfuir vers la Moldavie pour échapper à la conscription, c'est-à-dire à l'envoi à la mort, hein, parce que concrètement c'est à peu près, on en est là maintenant. Bref, c'est une boucherie qui se prépare, c'est une boucherie. Et moi la question que je me pose, c'est quand va-t-on comprendre en Europe que Zelensky a de plus en plus le peuple ukrainien contre lui et représente de moins en moins cet intérêt. Donc en fait, il faudrait un régime change, si j'ose dire, populaire, une révolte populaire, parce qu'il y a clairement maintenant, ça devient de plus en plus clair, vu la tournure militaire que prend la guerre,
vu la tournure désastreuse des effectifs ukrainiens, vu les méthodes employées par le pouvoir ukrainien pour récupérer les pauvres gens de tous âges et de plus en plus jeunes pour les envoyer au front dans un affrontement qui est tellement inégal, jusqu'à quel point le pouvoir actuel de Kiev représente-t-il la sécurité de l'Ukraine, si vous voulez, et la sécurité du peuple ukrainien, puisque c'est ce que nous appelons aider l'Ukraine. Mais précisément, est-ce que aider l'Ukraine, ça reste, comme toujours, de finalement lui permettre de nourrir ce conflit sans fin et de faire tuer sa jeunesse. Il y a un projet de loi qui vient d'être retoqué, Dieu merci, à la Rada, qui mettait à 18 ans le seuil de mobilisation possible des jeunes Ukrainiens. C'est une folie douce, et tout ça, encore une fois, part du fait qu'on est dans cette réalité alternative et qu'on ne veut déjà pas reconnaître la réalité de la situation militaire, sans issue pour le côté ukrainien. Voilà, alors ça c'est une question qu'on devrait se poser et qui devrait nous permettre d'agir autrement. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Il y a des réactions dans le monde, ou plutôt il y a des incidences. Alors oui, il y a des réactions d'abord dans le monde. Bon, c'est un énorme soutien apporté quand même à la Russie après cet attentat. Mais c'est aussi une reprise assez sensible des combats, notamment en Syrie, notamment à l'initiative d'Israël qui multiplie les frappes, mais aussi à l'initiative de l'Iran, qui fait rentrer de plus en plus d'armes en Syrie via l'Irak. Il y a eu des frappes israéliennes à Deir ez-Zor qui ont fait, je crois, une vingtaine de morts et un peu plus de blessés chez les gardiens de la Révolution. Donc là, on se demande si on n'est pas aussi en train d'aller vers une escalade qui va devenir assez peu contrôlable, et je pense que les Américains sont assez embêtés de cela. Les BRICS, eux, serrent les rangs. Les déclarations indiennes, brésiliennes et chinoises sont sans équivoque sur le soutien à la Russie. Et l'Europe, là-dedans, paraît complètement perdue, enfin, de mon point de vue, complètement en roue libre, en fuite en avant. Elle ne réfléchit plus. Elle ne réfléchit plus. C'est assez suicidaire. Si demain il y a une guerre en Europe, je vois mal comment pourraient se tenir les élections. C'est peut-être l'objectif, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la France rate toutes les occasions de changer de pied. Après sa réélection, Vladimir Poutine avait eu deux petites phrases dans son discours qui étaient un appel du pied, à mon avis, ultime, parce que d'autres responsables russes font des déclarations très dures et très outrancières vis-à-vis de la France. Je pense à Piotr Tolstoï, mais Vladimir Poutine lui avait dit « Tout n'est pas encore perdu. La France peut essayer d'avoir un autre rôle que celui de pousser à la roue et de pousser à la guerre directe et à la Troisième Guerre mondiale, in fine. » Donc voilà, il faudrait qu'on puisse jouer un autre rôle, c'est toujours ce que je pense. Mais je ne suis rien pour le promouvoir, malheureusement. J'ai peur que le pouvoir russe n'en vienne à devoir frapper si jamais il y avait des mouvements de troupes OTAN incontestables sur le sol ukrainien. Et là, ce serait le drame absolu. Ou bien, le pire encore, c'est la frappe nucléaire tactique, le coup de semonce, si vous voulez, russe, avant que l'OTAN, que les forces des pays de l'OTAN n'attaquent, pour mettre le haut là et pour dire, maintenant, vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas en dire plus. Je crois qu'il faut en rester là, sur cet attentat pour l'instant. Je vais essayer, à partir de mi-avril, je ne peux pas encore vous dire, mais mi-avril,
de vous faire, en plus de ce rendez-vous du mercredi, une deuxième rencontre, mais live, le dimanche soir. Parce que le dimanche soir, on a un peu plus de temps parfois, vers 20 h. Enfin, je ne sais pas encore. De toute façon, je l'annoncerai de manière plus précise. Pour pouvoir voilà, vous faire un petit point de l'actualité de la fin de la semaine, qui est souvent forte. Bon, je vous demanderai beaucoup d'indulgence, parce que je ne pourrai pas le faire évidemment de la même manière. Je serai obligée de le faire vraiment toute seule. Et je suis peut-être une femme très pragmatique, mais je ne suis absolument pas une femme pratique. Donc il faut que j'arrive à me débrouiller. Tout le monde m'explique que c'est extrêmement simple. Je devrais y arriver. En tout cas, je vais essayer de le faire pour pouvoir avoir aussi des échanges avec des questions qui me seraient posées, auxquelles je pourrais répondre un peu en live. Voilà, donc ça c'est mon idée, et ce sera sans doute mi-avril, peut-être 3e semaine d'avril, au pire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de liker, de partager, de vous inscrire, et si vous le souhaitez, de nous soutenir via Tipeee. Et je vous dis, en tout état de cause, à mercredi prochain, 19 h, pour de nouvelles aventures sur Paix et Guerre. Bonne soirée, au revoir.